Peut-on bâtir l'avenir d'une nation sur des fondements invisibles? Trop souvent, on oublie l'histoire. Pourtant, une nation qui construit son développement sans consulter l'historien bâtit son avenir sur du sable. C'est vrai pour les États, comme pour les institutions, les entreprises ou chaque activité humaine. Bonjour chers passionnés d'histoire. Nous allons ensemble plonger au cœur de l'Afrique du Sud, des années 90 à aujourd'hui, pour décrypter les paradoxes de sa transition démocratique et ses violences xénophobes. L'Afrique du Sud, les paradoxes de sa transition démocratique. L'année 1994 marque un tournant historique pour l'Afrique du Sud avec l'avènement de la démocratie multiraciale. Cependant, le bilan statistique de cette période de transition met en lumière de profondes inégalités structurelles. Sur une population totale estimée alors à environ 40 millions d'habitants, la pauvreté touchait massivement la population noire, affectant plus de la moitié de la population nationale. Dans les townships, ces espaces urbains ségrégés périphériques, les conditions de vie d'une grande partie des Sud-Africains noirs demeuraient extrêmement précaires, marquées par le chômage de masse et l'absence d'infrastructures de base. Cette situation critique était l'héritage direct du long processus de dépossession. Au moment de la transition, il était apparu évident que la victoire ne garantissait pas l'émancipation économique. Dans le contexte de la fin de la guerre froide, les puissances occidentales et les institutions financières internationales ont exercé une influence déterminante sur les nouveaux dirigeants de l'Afrique du Sud. Soucieux d'éviter une rupture de type socialiste ou une normalisation des secteurs clés, souvent assimilés au modèle soviétique, ces acteurs ont poussé le Congrès national africain, l'ANC, à adopter des choix macroéconomiques libéraux. Ce compromis a permis de stabiliser la transition politique, mais il a paradoxalement préservé la structure économique héritée de l'apartheid, caractérisée par une forte concentration des capitaux. Dès lors, une question historiographique centrale demeure. Nelson Mandela, malgré son capital politique et moral immense, disposait-il des marges de manœuvre nécessaires pour redresser structurellement la nouvelle Afrique du Sud?